Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont jetés dans les océans chaque année. Nous sommes encore appelés à réduire notre empreinte plastique pour protéger la santé et la planète aujourd'hui. Journée mondiale sans sachets plastiques. Et puis en France, Jean Castex, nommé Premier ministre aujourd'hui par Emmanuel Macron. Édouard Philippe, lui, doit être chargé d'une mission pour reconstruire la majorité. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les sachets plastiques représentent un danger pour l'environnement et la santé. Aujourd'hui, journée mondiale sans sachets plastiques, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité interpelle sur la nécessité de préserver l'écosystème et l'environnement des effets néfastes des sachets plastiques. Le thème retenu cette année, réduisons notre empreinte plastique. Clément Boko. La pollution occasionnée par la prolifération des sacs en plastique et surtout par leur abandon au gré des vents et des courants, menace fortement la biodiversité. Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisés en grand nombre pour une utilité limitée, ces sacs se retrouvent sur le littoral et dans les océans et ont une conséquence avérée sur le milieu marin. Il ne s'agit plus aujourd'hui de réduire la consommation de sacs de plastique, mais bien de la stopper complètement. La dissémination des sachets plastiques dans la nature réduit la perméabilité des sols, obstrue les ouvrages d'assainissement et impacte ainsi leur bon fonctionnement. Par ailleurs, la pollution plastique dégrade la qualité des sols et menace de très nombreuses espèces animales. Sur le plan sanitaire, la stagnation des eaux de pluie provoquée par les sachets plastiques crée des gîtes larvaires pour les vecteurs de maladies telles que le paludisme, un des fléaux des temps contemporains. Depuis quelques années, on constate une prise de conscience internationale concernant la problématique des sacs plastiques à usage unique. Certains pays ont d'ores et déjà interdit les sacs plastiques sur leur territoire. En Côte d'Ivoire, un décret interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques. Intéressons-nous maintenant à la révision de la liste électorale. 400 élèves de la Direction régionale de l'éducation nationale de Dabou reçoivent leur certificat de nationalité, ce qui va leur faciliter l'inscription sur la liste électorale. Ces nouveaux majeurs pourront ainsi participer à l'élection d'octobre prochain. C'est l'une des pièces importantes pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Le certificat de nationalité est aussi un document essentiel dans l'opération de l'inscription sur la liste électorale en cours dans le pays depuis le 10 juin. À Dabou, dans la cité du Leboutou, ils sont nombreux les élèves qui rencontrent d'énormes difficultés pour s'octroyer ce document administratif, selon la directrice régionale de l'éducation nationale. Nous avons plus de 4000 de nos élèves qui sont de nouveaux majeurs, qui malheureusement n'arrivent pas, faute de moyens financiers, n'arrivent pas à faire établir leurs pièces administratives. Aujourd'hui, 400 de ces élèves viennent de voir leurs problèmes résolus. L'acquisition de ce document a été rendue possible grâce au concours d'un opérateur économique de la ville. Gagnerait plus en responsabilité en ayant le document d'identification. Ça commence par le certificat de nationalité. Pour la plupart, ceux que nous aidons, c'est des élèves vraiment démunis qui nous approchent, soucieux d'obtenir leurs documents. Nous leur apportons l'aide qu'ils demandent. Avec ce document administratif, ces jeunes pourront se faire enrôler désormais sur la liste électorale en vue de prendre part pour la première fois à un scrutin présidentiel dans le pays. La crise sanitaire du coronavirus a entraîné une baisse de fréquentation des centres de transfusion sanguine, d'où une pénurie de poches de sang. Le conseil municipal de Cocody mobilise donc 16 agents et des associations de femmes pour une collecte de poches de sang. L'opération s'est déroulée à l'hôtel communal de Cocody. Le don de sang, un acte qui sauve des vies. Le conseil municipal de Cocody mobilise les agents de la mairie pour une collecte de poches de sang. Le premier magistrat de la commune donne le coup d'envoi.
tout un chacun doit participer à ce don de sang pour pouvoir aider les populations et aider nos administrés surtout d'abord, mais aussi toute la population, parce que je pense que ce sang va partir pour toute la Côte d'Ivoire. Donc j'invite tout un chacun, toutes les personnes, toutes les personnalités, tous les administrés de Cocody à venir faire un don de sang pour pouvoir aider nos parents qui seront en difficulté. Aux côtés de Jean-Marc Yassé, les femmes de Cocody, elles aussi sont venues apporter leur contribution à cette opération. Nous avons mobilisé 70 femmes parce que nous sommes divisés en 7 zones. Donc les mamans se sont dépêchées depuis 6h, 7h. Elles étaient déjà sur les lieux pour attendre l'opération. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS continue sa campagne de proximité pour inciter les donneurs bénévoles à donner leur sang pour sauver des vies. Nous avons besoin pour vraiment permettre à tous les malades de Côte d'Ivoire de se soigner, surtout les femmes en couche, les enfants qui souffrent du paludisme, d'à peu près 250 000 poches de sang. Actuellement, nous sommes à 170 000 en Côte d'Ivoire par an. Vous voyez qu'il nous manque encore 80 000 poches de sang. Il faut que les populations viennent donner. Le don de sang, c'est tous les 3 mois. Dans l'année, on ne vous prélève que maximum 4 fois. Et l'être humain a un volume sanguin qui est aussi entre 5 et 6 litres. Nous ne prenons que moins d'un demi-litre, c'est-à-dire à peine 450 millilitres. Ce n'est pas grand-chose. En 48 heures, vous avez une reconstitution de votre masse sanguine. Le sang est un produit périssable dont a besoin certains malades et victimes d'accidents de la circulation. D'où l'intérêt du renouvellement quotidien du stock. Des travailleurs sensibilisés à toujours se protéger du coronavirus, une campagne menée par le comité de l'intersyndicale sur la transition de l'économie formelle en Côte d'Ivoire. Le comité s'est rendu au marché Selmer de la commune de Yopougon pour se faire entendre. Dangui Dangui. Mégaphone diffusant les messages de sensibilisation contre le coronavirus dans différentes ethnies. Au marché de Selmer dans la commune de Yopougon à Abidjan. Ce don du comité de l'intersyndicale sur la transition de l'économie formelle en Côte d'Ivoire arrive à point nommé sur ce marché. En fait, on a les seaux, on a mis dans les 6 coins, mais on a des problèmes. Quand on leur dit de laver les mains, elles se disent que j'ai lavé ma main à la maison. Et puis on nous parle, mais bon, on est obligé de faire avec. Cet appareil va permettre de communiquer chaque matin l'information sur le Covid-19 dans différentes langues auprès de nos membres du marché, afin que ces personnes puissent vraiment s'approprier davantage les mesures qui ont été prescrites par le ministère de la Santé. Au nom des 5 centrales syndicales, Soro Mamadou a appelé les travailleurs à respecter les mesures barrières pour briser la chaîne de contamination. Cette campagne s'adresse à ces travailleurs parce que ce sont ceux-là qui ravitaillent la population ivoirienne, mais c'est aussi ceux-là qui chaque jour voient au moins un membre de chaque famille qui, par les réflexes qu'ils vont acquérir, qu'ils vont transmettre à ces usagers des marchés, de ces usagers des supermarchés, vont effectivement faire une sensibilisation de proximité et vont permettre à toute la population d'acquérir, de faire ces mesures barrières. En collaboration avec les centrales syndicales et le Bureau international du travail, le comité de l'intersyndicale sur la transition de l'économie formelle en Côte d'Ivoire a remis des kits sanitaires aux travailleurs du secteur informel et projette de sillonner 17 marchés du district d'Abidjan. Pour juguler la propagation de la maladie à coronavirus, l'INJS était un lieu de transit de cas suspects. Dans le cadre de la reprise des activités sportives, le ministère des Sports a effectué une visite dans les salles de sport et désinfecté l'INJS. Le reportage de Arsène Kwasi de RTI Sport. Avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie du coronavirus, l'heure est à la relance des salles de sport. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise, le représentant du ministre des Sports est allé accentuer la sensibilisation et faire quelques recommandations. Nous sommes relativement satisfaits des dispositions qui sont prises. Cependant, nous avons vu qu'il y a quelques éléments qui manquent. Et c'est l'objet même de cette visite. Ce n'est pas une visite sanction, c'est une visite d'accompagnement. Message bien perçu par l'un des acteurs du sport qui apprécie la sollicitude de la tutelle dans cette reprise progressive.
Cette visite d'inspection est le début d'une série de visites dans les différentes salles de sport. Beaucoup de choses ont été dites sur l'INJS, mais je voudrais rassurer les uns et les autres que l'INJS n'a accueilli aucun malade. L'INJS n'accueille pas de malades et c'est ce message que nous l'avons fait passer. Mais comme nous avons eu donc des personnes contacts, des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui ont séjourné ici, donc c'est pour ça que tous ces espaces sont en train d'être désinfectés pour que les activités puissent reprendre en toute sécurité. Après cette étape, cap est mis sur l'Institut national de la jeunesse et des sports, mais dans un contexte bien différent, celui de la désinfection des lieux ayant abrité des cas suspects de la Covid-19 durant cette crise sanitaire. Il s'agit pour le gouvernement de sauver deux objectifs majeurs. La santé des Ivoiriens, en maintenant l'Institut national de la jeunesse et des sports comme point de transit des cas contacts, mais aussi en maintenant l'année académique des étudiants inscrits dans cet établissement. Cette opération de désinfection de l'INJS va s'étendre durant 2 jours pour le bonheur des pensionnaires qui reprennent les cours lundi. Hors de chez nous au Mali, au moins 30 civils ont été tués par des hommes armés dans l'attaque simultanée de plusieurs villages d'Ogon dans le centre du pays, un des principaux foyers de violence dans le pays. Les faits sont survenus mercredi dernier dans le secteur de Bankas, mais n'ont pu être vérifiés que vendredi, faute de sources fiables dans une zone d'accès difficile à l'information. Au nombre des victimes, des femmes, des enfants, des vieillards, de nombreuses personnes ont aussi disparu. Par ailleurs, 9 soldats maliens ont été tués dans une embuscade tendue alors qu'ils se rendaient justement sur les lieux de l'attaque. Un détachement militaire a été envoyé sur place à la suite d'informations sur une nouvelle attaque. Le centre du Mali, sachez-le, est depuis 2015 le théâtre d'exactions en tout genre, attaques menées par un groupe affilié à Al-Qaïda et amenées par l'imam Peul Amadou Koufa, violence intercommunautaire, massacre de villageois, règlement de compte. Un tribunal d'Istanbul a commencé aujourd'hui à juger par contumace 20 Saoudiens, dont 2 proches du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, accusé par les autorités turques d'avoir tué et démembré l'éditorialiste Jamal Khashoggi en 2018. Si les accusés risquent en théorie la prison à vie pour homicide volontaire prémédité avec l'intention d'infliger des souffrances, la procédure est avant tout symbolique car aucun d'entre eux ne se trouve en Turquie. Parmi ces 20 personnes accusées, 2 sont identifiées par les enquêteurs turcs comme les commanditaires, un ex-conseiller du prince héritier saoudien Saoud al-Qahtani et un ancien numéro 2 du renseignement, le général Ahmed al-Assiri. Khashoggi, un collaborateur du Washington Post et critique du régime saoudien après en avoir été proche, a été assassiné et son corps découpé en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul où il s'était rendu pour récupérer un document. Khashoggi était âgé de 59 ans au moment de sa mort. Ses restes n'ont jamais été retrouvés. Et pour finir, sachez que le président français Emmanuel Macron a nommé aujourd'hui Jean Castex, haut fonctionnaire maire de droite d'une petite ville et relativement inconnu du grand public, au poste de Premier ministre en remplacement d'Édouard Philippe. Jean Castex, haut fonctionnaire, a été désigné Premier ministre français à la mi-journée, quelques heures après la remise de la démission du gouvernement par Édouard Philippe, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy. Jean Castex, 55 ans, né LR, les Républicains de Prades, dans le sud-ouest de la France, est depuis avril le délégué interministériel chargé du déconfinement. Cet homme au profil discret, peu exposé jusqu'ici, sera donc chargé de mettre en musique les orientations décidées par Emmanuel Macron jusqu'à la prochaine élection présidentielle en 2022. Les leaders d'opposition ont critiqué ce choix comme étant celui d'un président qui veut avoir toutes les cartes en main pour poursuivre sa politique sans varier et préparer la présidentielle sans être gêné par un Premier ministre qui lui ferait de l'ombre. Le président français Emmanuel Macron amorce donc ce vendredi un virage politique pour donner un nouveau cap à la deuxième partie de son quinquennat avec la démission de son gouvernement et la formation d'une nouvelle équipe. Le gouvernement sortant expédie les affaires courantes et à l'Assemblée nationale, où était examiné le 3e projet de budget rectifié, la séance a été suspendue. La composition du nouveau gouvernement devrait être connue avant mercredi, date prévue du prochain Conseil des ministres.
le nouveau gouvernement français devra mettre en œuvre la nouvelle étape du quinquennat, le projet de reconstruction sociale, économique, environnementale et locale. Après 3 ans de pouvoir, après avoir conduit des réformes controversées comme celle de l'assurance chômage, traversé plusieurs crises comme celle des manifestants gilets jaunes ou la crise sanitaire de la Covid-19, Emmanuel Macron avait annoncé un nouveau souffle, une nouvelle orientation, un besoin, selon ses mots, de se réinventer alors que le pays se prépare à subir un fort contre-coup économique du fait de la pandémie. Le changement d'équipe intervient dans la foulée du 2e tour des élections municipales du dimanche 28 juin, marqué par une forte abstention, un revers pour le parti présidentiel La République en marche et une poussée écologiste dans les centres urbains. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.